Bonjour à tous, pour cette première vidéo en solo, nous allons parler de la guerre nucléaire, ou plutôt de ce qui aurait pu causer la guerre nucléaire, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire. Alors la dissuasion, en termes diplomatiques, c'est le fait qu'un pays ne puisse pas attaquer un autre, car il aurait plus d'inconvénients que d'avantages à l'attaque. Dans la guerre nucléaire, ce principe se traduit par « si tu m'attaques, je t'atomise ». Un principe assez simple à comprendre, mais qui n'a pas été appliqué dès l'apparition de la guerre nucléaire en 1945. En effet, de 1945 au début des années 50, l'arme atomique n'était considérée que comme une arme conventionnelle, c'est-à-dire une arme comme toutes les autres. Elle avait certes une puissance de destruction assez importante, elle pouvait détruire une ville en une fois, mais les Américains ont par exemple réussi à détruire Tokyo en un seul raid avec des bombes incendiaires. Ce qui montre que la puissance de l'arme atomique n'est pas non plus énorme à cette époque. Donc c'est ce qui conduit à envisager l'arme atomique dans le cadre de conflits général classiques en Europe avec l'Union soviétique. Donc cette non prise en compte de la spécificité de l'arme atomique est un petit peu dangereuse, comme nous l'avons vu. Mais l'évolution de la situation, et notamment l'augmentation du pouvoir nucléaire soviétique, avec l'apparition de la première bombe atomique soviétique en 1949, va conduire les Américains à réenvisager leur stratégie. En effet, ils sont environ à parité dans le domaine nucléaire avec les soviétiques, mais ont très peu de forces classiques, ce qui veut dire qu'ils sont vulnérables en cas d'attaque de l'Europe. C'est pour ça qu'ils vont mettre en place la doctrine des représailles massives. La doctrine des représailles massives, c'est quoi ? L'Union soviétique attaque l'Europe, on bombarde l'Union soviétique. L'Union soviétique nous attaque, on bombarde l'Union soviétique. En gros, on bombarde l'Union soviétique, quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi les Américains en arrivent à une telle extrémité ? Comme nous l'avons vu, ils sont un petit peu inférieurs sur le plan des armes classiques. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher à opposer leurs armes nucléaires, aux forces conventionnelles soviétiques. Donc là, on a vraiment une prise en compte de la spécificité de l'arme atomique. Et donc cette spécificité de l'arme atomique est encore plus renforcée par le développement de la bombe H. Qu'est-ce que la bombe H ? C'est une bombe qui se sert d'une bombe atomique classique comme simple détonateur. Ça vous donne une idée de la puissance de l'engin. Par exemple, Little Boy, qui a été largué sur Hiroshima, est une bombe atomique d'une puissance de 15 kilotonnes. C'est-à-dire que sa puissance équivaut à 15 000 tonnes de TNT. La plus grosse bombe H en service a été mise en service par l'Union soviétique et a une puissance d'environ 20 mégatonnes. C'est-à-dire que sa puissance est équivalente à 20 millions de tonnes de TNT. Plus de 1000 fois plus qu'Hiroshima. C'est assez important. Donc ce potentiel destructeur permet à une seule bombe de faire des ravages immenses. Et c'est pour ça que les Américains ont vraiment une supériorité. Parce qu'ils ont une supériorité en termes de vecteurs, mais aussi une supériorité en termes de puissance. Et c'est ce qui leur permet de mettre en place la doctrine des représailles massives. Néanmoins, la période des années 50 à la crise de Cuba et le début des années 60 est une période extrêmement dangereuse. En effet, les deux camps ont peu d'armes atomiques. Et il est possible que le camp attaquant arrive à détruire les armes atomiques de son adversaire par une première frappe nucléaire, c'est-à-dire une attaque surprise nucléaire, ce qui empêcherait l'autre de riposter. Donc là, c'est un peu à l'encontre du principe de dissuasion. L'attaquant a un avantage pour attaquer. C'est pour ça que chaque camp pense que l'autre doit l'attaquer, puisqu'il a l'avantage. Donc logiquement, chaque camp doit attaquer. Ouais, je sais, c'est un petit peu complexe, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque camp pense que l'autre va attaquer, et pour se prémunir de cette attaque, veut attaquer le premier. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et cet état de fait va heureusement être perturbé, réduit à néant, par l'apparition donc de plus nombreuses bombes atomiques, mais aussi des SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors qu'est-ce qu'un SNLE ? C'est un sous-marin atomique qui peut voyager partout dans le monde et qui possède des missiles nucléaires à longue portée. Autrement dit, pour caricaturer, il peut se mettre en plongée n'importe où sur Terre et bombarder un pays avec l'arme atomique. Donc là, la capacité de première frappe nucléaire est impossible, parce que comment détruire ces sous-marins ? Donc on ne peut pas détruire ces sous-marins, donc ces sous-marins peuvent toujours contre-attaquer, la capacité de seconde frappe est préservée, et tout se passe bien. C'est le début de l'équilibre de la terreur. Aucun camp ne peut espérer détruire l'autre sans être lui-même détruit. Donc cet équilibre de terreur va également s'appeler la MAD, Mutual Assisted Destruction, destruction mutuelle assurée.
Alors l'avantage de la MAD, c'est que c'est une doctrine très structurée, très simple, très cohérente et assez stable. Il n'y a pas de problème qui viennent chambouiller. Sauf l'apparition des missiles antimissiles nucléaires. Alors ce sont des missiles qui peuvent intercepter les missiles nucléaires. Et ça pose un gros problème. En effet, si un État attaque un autre et ensuite peut se protéger de la riposte adverse grâce à des missiles antimissiles, eh bien l'État attaquant peut gagner, entre guillemets, une guerre nucléaire. Et ça pose un problème. Ça casse l'équilibre qu'avait instauré l'équilibre de la terreur. Donc c'est pour ça qu'en 1972, les deux camps vont enfin trouver une décision sage et interdire les missiles antimissiles, sauf dans deux sites. Les États-Unis vont choisir de protéger un site de missiles au fin fond de leur camp brousse, alors que les Russes vont choisir de protéger Moscou. Alors c'est pas forcément la meilleure des idées, car en cas de guerre nucléaire, il y aurait la radioactivité causée par la bombe atomique du missile ennemi, mais aussi la bombe atomique du missile intercepteur. Toutes ces radiations feraient passer Tchernobyl pour une sympathique petite destination de vacances à côté de Moscou. Donc la doctrine de l'équilibre de la terreur, qui va prévaloir durant toute la guerre froide, permet une relative stabilité entre l'USA et l'URSS. Cette stabilité positive se retrouve également en Europe. Donc en Europe, les arsenaux du pacte de Varsovie et de l'OTAN se neutralisent entre guillemets, et il y a un même équilibre de la terreur en Europe. Mais tout ça va être chamboulé au début des années 80 par l'arrivée du missile soviétique SS-20. Donc le SS-20, qu'est-ce que c'est? Le SS-20, c'est un missile tactique, donc il possède des petites armes nucléaires de faible puissance, mais il a la particularité d'être très précis. Et sa précision lui permet de détruire des forces et des cibles militaires relativement petites, comme par exemple, on peut imaginer des aéroports, des casernes, des dépôts de munitions. Et donc cette précision permet aux soviétiques de disposer d'un grand avantage en cas de guerre. Cet avantage soviétique inquiète l'OTAN. Pourquoi ça inquiète l'OTAN? Parce que les soviétiques, s'ils attaquent, les premiers, ils vont lancer une vague de SS-20 qui pourra détruire quasiment toutes leurs forces conventionnelles, tous leurs chars, tous leurs avions, tous leurs bateaux. Ils se retrouvaient alors incapables de contrer les très nombreux chars, avions et hélicoptères du pacte de Varsovie, qui pourraient envahir toute l'Europe. Et ils seraient dans l'incapacité de répliquer avec des armes nucléaires, puisqu'en répliquant avec des armes nucléaires, donc en bombardant les pays du pacte de Varsovie, ils se feraient eux-mêmes bombarder. Voilà, puisque c'est le principe de l'équilibre de la terreur. Si tu bombardes, je te bombarde. Alors que les soviétiques n'ont attaqué que des forces militaires classiques, dans le cas d'une attaque grâce à des SS-20. Donc ça pose des problèmes. Les États-Unis ne pouvant pas détruire les forces soviétiques qui les attaquent, bah, ils se posent un déséquilibre. Et l'URSS serait avantagé en cas d'attaque. C'est pour ça que, après plusieurs manœuvres diplomatiques, les États-Unis vont déployer des missiles Pershing et Tomahawk en Europe pour contrer les SS-20. Donc, une fois la crise passée, aucun grand changement dans la matière du nucléaire aura lieu. En effet, l'URSS va s'écrouler en 1991, donc quelques années après la fin de la crise des euromissiles. Et l'équilibre de la terreur, notamment entre les USA et la Russie, après la chute de l'URSS, perdure toujours, de même qu'entre les différentes nations qui possèdent des armes nucléaires en quantité assez importante. Donc si cette doctrine prévaloir, elle ne marque que pour des pays possédant un grand nombre d'armes nucléaires. Alors que le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord, Israël et bientôt l'Iran sont exclus de cette doctrine de l'équilibre de la terreur. Donc ces pays ont chacun des doctrines propres qu'il est intéressant de comprendre et qui montrent les différents clivages et tensions dans la zone de ces pays. Par exemple, le Pakistan et l'Inde sont deux pays qui sont en très forte tension et dont les forces nucléaires sont principalement dirigées l'un vers l'autre. Donc si vous voulez vous intéresser à ces pays et aux tensions locales, je vous invite à chercher des informations sur ces doctrines que je ne vais pas expliquer là car ça fait un petit peu catalogue. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.